deuxième partie de l'Africa Newsroom. Aboubacar Lalo, géographe, Oumar Diop, consultant en finance, Malika Cher, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Et on continue cette émission par notre grand angle. Standard & Poor's revoit à la hausse sa notation pour le Maroc, une notation qui place, pardonnez-moi, une notation qui place donc le Maroc dans des perspectives stables, ce qui confirme l'embellie économique annoncée en août. Avec une croissance, visiblement, je crois que je suis en train de perdre ma voix, annoncée en août avec une croissance qui devrait passer de 1,2% en 2016 à un PIB réel qui pourrait être de l'ordre de 4,5% cette année. Ashley Duprat. La croissance marocaine devrait connaître une hausse constante dans les années à venir, selon l'agence de notation américaine Standard & Poor's. L'agence a par ailleurs attribué au royaume chérifien la notation triple B en récompense de ses efforts. Une annonce sans surprise, car le Maroc, dont l'économie dépend essentiellement de l'agriculture, a su se relever après la sécheresse qu'il a connue l'année passée. Le Maroc partait d'une base qui était faible l'année dernière, alors qu'en 2017, le Maroc a une performance qui est supérieure aux pays qui sont au même niveau, classé triple B. On est aujourd'hui à une croissance à peu près 4%, alors que en médiane sur de pays semblables avec les mêmes caractéristiques, on tourne autour de 2,9. Le pays a également misé sur une diversification de son économie grâce au développement des secteurs non agricoles, notamment l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et les énergies renouvelables. Ces 2 dernières années, l'État marocain a même réussi à attirer de grands acteurs du secteur automobile français, tels que Peugeot et Renault. Cependant, pour voir sa notation être réévaluée, le royaume chérifien doit améliorer sa politique sociale. Si le Maroc continuait dans ses réformes et notamment arriver à apporter des réponses par rapport aux risques sociaux du pays, notamment par rapport aux problématiques de chômage des jeunes, les écarts de revenus qui sont un peu contestés et les disparités géographiques, la note peut être éventuellement revue à la hausse. Selon les prévisions, la création d'emplois restera faible en 2018, mais le déficit budgétaire continuera à baisser dans la mesure où les autorités cherchent à le ramener à moins de 3% du PIB et donc à ramener la dette publique à 60% en 2021. Alors, hausse donc du taux de croissance. Ce taux s'explique par une augmentation de la production agricole. Le secteur, vous le savez, était extrêmement volatile en 2016. Les autorités sont donc parvenues, Malik, à renverser la situation en à peine quelques mois. Est-ce que cette reprise en main du secteur agricole, c'est un succès pour le plan Maroc vert ? Le plan Maroc vert existe déjà depuis quelques années. Alors, il faut dire que l'année 2016 a particulièrement été dure. Ils ont mis en place une modernisation. Oui, voilà, c'est ce qui a été fait depuis le début de l'année. Avec de meilleures méthodes d'irrigation pour permettre un meilleur rendement. Le volet agricole est très important pour le Maroc, donc il était urgent justement d'apporter de nouvelles solutions justement au rendement agricole au Maroc qui demeure un pays majoritairement agricole, même si l'industrie et les services ont une croissance assez importante, le Maroc est un pays à la base agricole. Malheureusement, comme dans tous les pays, c'est pas pour le Maroc seulement, le volet agricole, l'agriculture est soumis à des aléas climatiques. Et donc, les aléas climatiques peuvent véritablement fragiliser les économies dont l'agriculture est un pilier majeur. Et c'est le cas du Maroc. Donc il faut justement poursuivre ces efforts-là dans ce programme qui est le plan vert et l'investissement dans ces méthodes-là, nouvelles d'irrigation et de production. Il faut espérer. Nous sommes l'Afrique, malheureusement, et notamment la bande sahélienne et l'Afrique du Nord, soumis au stress hydrique. Nous sommes dans cette région soumis aux aléas climatiques qui peuvent véritablement provoquer des pertes considérables dans le domaine agricole et justement impacter négativement les populations qui vivent de l'agriculture. Donc, espérons
que les conditions climatiques soient les mêmes pour les années à venir. Alors, ça pose peut-être aussi la question de la diversification de l'économie. Exactement. Qu'en est-il des activités non agricoles du Maroc? On pense notamment au secteur de l'automobile ou encore au tourisme. Alors, déjà pour avancer, il faut une vision. C'est ce qui permet à un pays de se développer. Pardon. Hassan II, tout de même que le roi Mohamed VI avait une vision, donc il voulait être indépendant en autosuffisance alimentaire et également indépendant de développer tous les secteurs énergétiques. Donc ce n'est pas pour rien s'ils ont réussi à attirer des secteurs de l'automobile comme PSA, comme Peugeot, etc. Récemment, il y a une entreprise chinoise qui a développé plus d'1 milliard dans une des villes industrielles du Maroc. Donc je pense que tout ça, ça relève d'abord d'une vision politique et également une stabilité politique. Et là aussi, moi, je pense qu'on ne gouverne pas seul, on gouverne avec un peuple. Il faut souligner aussi l'exemple du peuple marocain qui a su résister au printemps arabe. On a eu du chamboulement partout, mais le peuple n'a pas rentré dans ce piège-là. Donc ça a permis aussi, en partie, d'en arriver là. Parce que vous pouvez avoir une vision, si le peuple ne part pas avec vous, ça ne servira à rien. Sur cette question agricole, je pense que aussi c'est l'exemple pour tout le continent africain. C'est très simple. Ce qu'on mange tous les jours, c'est qu'on le cultive. Soit on met les moyens, on le cultive, soit on les importe. Et quand on les importe, en général, il y a tous les aléas des frais, il y a les chocs pétroliers. Donc les prix, ils dépendent. Donc si les prix augmentent, donc nous aussi, on paie beaucoup plus cher. Donc la démographie africaine et marocaine en particulier tend beaucoup à augmenter. Donc il faut que nous développions nos agricultures, il faut que nous investissions beaucoup dans l'agriculture, comme la Chine l'avait fait d'ailleurs quand ils ont eu des problèmes avec les chocs pétroliers. Donc le Maroc, en tout cas dans tous les secteurs, que ce soit énergétique ou agricole, c'est un bon exemple pour le continent africain. Aboubacar Lalou. Exactement la même chose. Le Maroc est tributaire de l'agriculture. Ça, on le sait, Malik l'a expliqué assez longuement. Ce sont effectivement donc toute cette bande-là sahélienne, par exemple, quand vous prenez le Mali, le Niger, le Burkina, le Sénégal, ils misent plus sur pratiquement la pluie. Qu'est-ce que justement le Maroc a de plus? Voilà, tout à l'heure on a évoqué ce plan Maroc vert qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a quand même, voilà, il y a eu une nouvelle politique, en tout cas ces derniers mois, justement pour pouvoir redresser ce secteur. Oui, c'est un nouvel élan. Parce qu'ils ont tenu compte effectivement de ce stress hydrique justement qu'il y a au Maroc. Lorsqu'on sait que l'agriculture, quand même, c'est plus de 13 à 15% du PIB et l'agriculture emploie plus de 40% de la population. Donc c'est quand même énorme. C'est un pays pratiquement où le secteur primaire est encore très important. Et c'est pourquoi il y a cette diversification, effectivement, vers l'électronique, l'aéronautique, l'automobile, etc. Est-ce que le Royaume, justement, en fait assez en termes de diversification? Il en fait assez. Moi, je pense que par rapport à d'autres pays comme l'Algérie ou même la Tunisie, je pense que le Maroc est quand même très en avance. Et lorsqu'on voit l'installation, justement, l'économie verte, le Maroc est là-dessus pionnier, puisqu'ils ont installé il n'y a pas si longtemps, ils ont inauguré la plus grande, je pense, station solaire donc, de pratiquement toute l'Afrique. Donc, je pense que c'est un exemple à ce niveau-là. Et le Maroc vert, dont effectivement le roi Mohamed VI est en train de vanter, même à travers l'Afrique, puisqu'il fait un peu publicité de ce côté-là, je pense que c'est quelque chose qui peut servir d'exemple à pas mal de pays, comme les pays sahéliens, par exemple, qui ont à peu près les mêmes situations climatiques, effectivement, que le Maroc. Étant entendu que tout cela, cette diversification, cet accroissement, par exemple, du PIB et de la croissance, qui est à 4%, bon, elle est à 4%. Le taux de croissance habitant, il est à peu près à 2%. Donc, au moins, c'est tenable pour le moment. Donc, on sait que s'il n'y a pas de tension, comme le disait Omar, justement, là-dessus, on sait qu'à Al-Hoceima, il y a eu pas mal de manifestations ces temps-ci. Je pense que nous allons revenir un tout petit peu là-dessus pour expliquer. Ce sont des situations qui peuvent quand même un peu compliquer la situation, ce beau projet justement de Maroc vert. Donc justement, cette crise dans la région du Rif peut remettre un petit peu en question cette
cette dynamique justement? Oui, alors c'est juste pour répondre un petit peu à une question qui ne m'a pas été posée. Qu'est-ce que le Maroc a de plus par rapport aux autres? C'est d'abord une vision des hommes politiques qui sont sur place et également la stabilité. Parce que depuis que le roi Mohamed VI il est au pouvoir depuis 1999, on n'a pas entendu des crises politiques ou sociales qui, en tout cas, perturbent son travail. Donc il faut que le peuple africain en général le comprenne. Donc nous avons besoin de stabilité. Nous, nos pays, c'est des pays vulnérables. Et effectivement, sur la sous-région, tous les problèmes à partir de la sous-région, je ne pense pas du tout que ça puisse influencer, en tout cas, le côté marocain, qui ont beaucoup compris qu'effectivement, dans tous les secteurs, il faut qu'ils soient indépendants, qu'ils attirent des investissements étrangers. Parce qu'aucun pays au monde ne souhaite investir dans un pays qui n'est pas du tout stable. Donc la vision politique d'un côté et de l'autre côté la stabilité. Malik. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, caricaturalement, ça va peut-être surprendre, mais qu'il y a deux Maroc. Il y a le Maroc de l'Atlantique qui réussit, cette façade atlantique qui est très urbanisée, très bien connectée en termes d'infrastructures, de transport, et donc des plaines fertiles, justement, qui permettent la production, une bonne production agricole. Mais il y a aussi ce Maroc enclavé, tout le Maroc de l'Est, et une partie du Rif qui demeure en marge, un peu en périphérie du développement économique et du développement des grandes villes. Ce qui fait qu'il y a un fossé qui reste encore visible, encore présent entre... Donc les disparités géographiques se font également ressentir d'un point de vue économique. Les disparitions économiques existent bel et bien. Le roi l'a même dit, a même dit qu'il y a une certaine forme de blocage des administrations qui ne vont pas assez vite et qui ne suivent pas assez le mouvement. Donc il critiquait un peu la bureaucratie pour ne pas finalement critiquer parfois une politique à deux vitesses. Justement, comment le Maroc peut aboutir à une croissance plus inclusive? Il faudrait justement développer toute cette partie de l'Est qui est très dépendant du commerce avec l'Algérie, parce que tout l'Est du Maroc vit un peu du commerce transfrontalier, même s'il n'est parfois pas légal du tout, entre le Maroc et l'Algérie. Depuis qu'il y a un durcissement du côté Est de l'Algérie avec, je dirais, une frontière qui est un peu plus bouclée, le commerce marche beaucoup moins, même s'il est illégal, et notamment dans la région d'Oujda et dans les autres régions de l'Est. Donc du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est l'investissement public, bien évidemment. C'est l'État doit véritablement investir dans ces régions-là. Ça passe par exemple dans le développement minier, parce qu'il y a des capacité d'investissement minier extraordinaire dans cette partie du Maroc. Cette partie du Maroc est très riche en minerais, et donc il faudrait investir de ce côté-là. Malheureusement, il y a toujours cette question de l'accessibilité et du manque d'infrastructures. Il faut véritablement unifier ce développement, parce qu'on va se retrouver malheureusement avec des contestations, comme ça a été le cas dans le Rif, où justement la contestation, elle vient d'où? C'est le mal-être social, c'est le chômage des jeunes qui, au Maroc, mais aussi dans tout le Maghreb, ça ne concerne pas que le Maroc, et dans les pays nord-africains, et je dirais même africains globalement, le chômage des jeunes est très très important. Et la seule voie de secours pour ces jeunes-là, marocains ou africains, c'est parfois et souvent l'informel. Et il faudrait résoudre ces problématiques-là. Sinon, justement, on va vers une crise qui deviendra encore plus profonde, même si elle a été d'apparence réglée. Elle n'a pas été totalement réglée parce que le développement de ces régions n'est pas encore réalisé. Aboubacar Lalou. Oui, non, mais moi je pense que je suis quand même très optimiste. Bon, même si la pluie ne vient pas souvent, comme on l'a dit. Et la notation de Fitch, c'est Fitch, Standard & Poor's, justement, qui donne cette note de BB-, c'est BB-. Oui, donc c'est quand même le 4e palier. Je pense dans les notations, puisqu'il y a les AAA, après vous avez les A, B, B, etc. Donc là, des perspectives très stables. Des perspectives, effectivement. Donc il y a la stabilité du Maroc, il y a la vision, effectivement, et puis il y a un désir de développement. Ça, on le sait, c'est un pays qui part de rien. À part le phosphate, qui se vend quand même très très mal, le Maroc n'a pratiquement pas grand-chose.
sur le plan minier, justement. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le tourisme, quoi. Pratiquement, C'est le Maroc, déjà... oui, ça occupe déjà une... Oui, bon, en termes constants, oui. En termes constants, oui, puisque le tourisme, de toute façon, il y en aura encore de plus en plus, quoi, puisque la Tunisie est dans un état quand même qui est assez déplorable pour le moment. Voilà, donc tout le monde va pratiquement vers le Maroc, quoi. Voilà, donc, mais c'est surtout, c'est vrai, cette vision-là, depuis Hassan II jusqu'à Mohamed VI, on voit que le Maroc veut aller de l'avant, malgré toutes les tensions qu'il y a. Et le Rif en est l'exemple patent. Le Rif qui a été délaissé depuis pratiquement 50 ans, depuis pratiquement Mohamed V. Donc, le Rif, on l'a laissé avec la culture du cannabis, la culture du hashish. On s'est dit, de toute façon, voilà, débrouillez-vous avec ça. On ne veut rien entendre. Et c'est ça, cette politique-là, maintenant que Mohamed VI a compris. Il veut revenir là-dessus parce que vous ne pouvez pas éternellement cultiver cette plante-là. Donc il faut des infrastructures et c'est ce qui va se passer maintenant avec un programme qui s'appelle Al-Hoceima Manarat, qui est en train d'être mis en œuvre. Donc 700 millions de dollars. 700 millions de dollars, quand même, c'est énorme. Donc pour un pays comme le Maroc et surtout pour une région comme le Rif. Parce que c'est une partie du Rif en plus. Donc une volonté de développer toute... Oui, de développer, créer des emplois, parce que c'est très important, puisque vous avez toute une partie des habitants du Rif qui sont en émigration. Beaucoup de Rifins sont à l'extérieur du pays. Et ceux qui restent, effectivement, ils sont là, ils se complaisent effectivement dans la culture du hashish. Et c'est pourquoi on a vu donc toutes ces tensions-là, ces temps-ci, avec le mouvement Hirak qui est venu et qui a quand même un peu bouleversé la donne. Il a fallu que le roi Mohamed VI tape du poing sur la table. Je ne sais pas s'il l'a fait de manière démagogique, mais on le sait, c'était un problème. Sinon, ça risque quand même un peu de heurter un peu le trône royal. Alors on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.